تابع مباريات الرابطة الأولى موبيليس الراعي والشريك الحصري للرابطة الأولى المحترفة لكرة القدم. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Nous sommes jeudi, 21h. C'est Week-end Sport, tout ce qui va se passer pendant ce week-end, long week-end. On peut aller jusqu'à dimanche, voire parfois lundi, certainement pour certains matchs du championnat. Le Week-end Sport de cette semaine est assez riche. Il va y avoir du cyclisme. Vous le savez, nous sommes en plein en plein tour d'Algérie cyclisme. Le peloton et la caravane est à Biskra ce soir, où l'on retrouvera tout à l'heure, dans quelques instants, notre envoyé spécial Sidi Ahmed Bouraïb en direct de la ville-étape de Biskra. Il y aura de l'athlé également, de l'athlétisme. On reviendra sur ce championnat national d'hiver du nom de feu Abdelkader Hamani, qui se déroulera ce week-end avec les finales donc à l'après-midi du vendredi et du samedi. On y reviendra avec Badrou Belhadjouja, et puis bien sûr le foot avec les compétitions africaines qui ont commencé en début de semaine. Mi-figue, mi-raisin, une victoire pour le CRB, une défaite pour l'USMA. En attendant la JSK samedi prochain au stade du 5 juillet contre Vita Club. Pour rester en lice en compétition africaine, et on donnera bien évidemment les programmes du basket, du handball et du volleyball. Il y aura également de la boxe. On parlera également des U23 qui ont un challenge face au Ghana. Vous savez tout. Restez donc avec nous pour une petite heure, un peu moins. Et pour m'accompagner ce soir, comme tous les jeudis, Badrou Belhadjouja. Bonsoir Badrou. Bonsoir Riyad, bonsoir mes amis. J'espère qu'ensemble nous pourrons éclairer nos téléspectateurs. J'espère, j'en doute pas. En tout cas moi, c'est pour ça que je suis très heureux. Je suis chanceux de vous avoir. J'ai 3 consultants pour moi tout seul, c'est magnifique. Djilali Touzit avec nous ce soir. Bonsoir Djilali. Bonsoir Riyad, bonsoir à toutes les équipes, bonsoir à nos chers téléspectateurs. C'est bien que vous dites toutes les équipes, c'est le métier qui rentre à la télé. Toutes les équipes, parce qu'il y a beaucoup de monde pour faire une émission de télé. Ahmed Ladibit avec nous. Salut Ahmed. Salut Riyad, très heureux d'abord de retrouver l'émission, de pouvoir vous accompagner, de retrouver nos amis Badrou et Djilali. Et je sais très bien que vous adorez énormément le cyclisme. J'adore le cyclisme, c'est bien. En tout cas, vous savez tout. Vous avez une feuille de route aussi, c'est pratique aussi. On va commencer par le cyclisme. C'est l'actu. Il y a eu aujourd'hui l'étape Msila Biskra que va nous raconter tout de suite notre envoyé spécial Sidi Ahmed Bouraïb. Et on revient juste après. Encore une fois, c'est un Algérien qui remporte l'étape. Youssef Reguigui qui évolue sous les couleurs du club malaisien de Terangano. Et comme son compatriote la veille, il endosse le maillot vert, celui de meilleur sprinter. Félicitations, les Algériens. Alhamdoulilah, on a réussi la deuxième étape de Tour. C'est une victoire pour tous les Algériens. Cette route est redoutée par tous, car il y a beaucoup de bordures. Moi, je la connais par cœur. La troisième étape entre Boussaada et Biskra a été la plus longue de cette édition. Les coureurs ont dû pédaler pendant 176 km. Le peloton restera en un seul groupe pendant la moitié de la course. À Chaaba, une première tentative d'échapper est signalée, celle de l'Italien Manuel Wali. Il prend la tête avec une différence de 2 minutes sur ses poursuivants. À Tolga, une contre-attaque est amorcée menée par l'équipe malaisienne de Reguigui et qui permet à ce dernier de l'emporter. Les efforts de Manuel Wali tout au long de la course n'auront pas été vains puisqu'il hérite du maillot jaune et garde son maillot blanc, celui de meilleur espoir. Le maillot à pois, celui de meilleur grimpeur, a été attribué à un autre Italien. Nous étions seulement 2 garçons dans l'échappée. Ce n'est pas parfait, mais il a été ici. Il était difficile d'arriver. Quand j'ai vu le peloton près de l'échappée, j'attendais. J'ai mon copain qui a fait le sprint arrivé seconde.
L'étape de ce vendredi reliera Biskra à Batna sur une distance de 119 km. Msila Biskra, avec messieurs, la première chose qui frappe dans ces images, c'est le paysage. C'est magnifique. L'Algérie est multifacette. C'est très important de découvrir notre vaste pays, aussi le paysage qui est très, je dirais, multifacette. On va le voir d'ailleurs au fil des étapes. Aujourd'hui, c'était une étape un peu dans la porte du sud, vers Biskra. On a vu, hein, c'est rocheux. Et ensuite, on va remonter doucement, Batna, où il y aura un peu plus de verdure, et puis on remontera vers le littoral, et là on découvrira toutes les différences de relief et de paysage et de couleurs aussi. Notre pays, il est paradisiaque, il faut le dire. C'est un très beau pays avec plusieurs paysages et c'est magnifique. C'est quand même un plus pour attirer les touristes, visiteurs, les touristes, etc. C'est une promotion aussi pour le ministère du Tourisme. Alors, Ahmed, un mot avant de parler maintenant sportivement, juste après hein, votre commentaire. Moi, je vous l'ai dit tout de suite, en regardant les images, j'ai trouvé ça magnifique. J'ai suivi souvent le peloton du Tour. On voit pas, quand on est dans une voiture suiveuse, derrière les coureurs, on regarde plus le bitume et plus les joueurs en danseuse. Mais là, avec les moyens de la télévision algérienne et surtout le drone, où on a des images comme ça en perspective, on voit tout, c'est très différent. Ouais, moi, sur le plan sportif, je ne connais pas assez le cyclisme, quoique de temps en temps je suis cette Alors je vous coupe, c'est le direct. On a avec nous en direct depuis Biskra Sid Ahmed Bouraïb qui a des invités avec lui. Voilà, je le vois, Sid Ahmed, il a l'air en forme en tout cas. Bon, il n'a pas pédalé aujourd'hui, c'est vrai, mais il a l'air en forme et il a des invités avec lui. Mohamed Zemour qui était sur le plateau la semaine dernière et à Reguigui, on parlait de la dynastie des Hamza. Il y a aussi la dynastie des Reguigui. Moi, je connaissais les papas et les tontons. Bravo en tout cas. Guigui. Bonsoir Sid Ahmed. Bonsoir Riyad, en effet, vous avez un petit peu gâché la surprise, on va dire. Oh mais on vous voit, c'est avec moi Mohamed Zemour et Youssef Reguigui. Youssef Reguigui qui a gagné l'étape en 4h30 secondes. Donc Youssef, on va dire une étape un peu difficile. C'était la plus longue du parcours, mais la mayonnaise a pris, la tactique a marché et vous avez réussi à l'emporter. Donc félicitations pour nous les Algériens pour la deuxième victoire de cette édition de Tour d'Algérie dans l'édition 23 édition. Donc je suis très content pour gagner l'étape aujourd'hui et monter une place au général. Donc aujourd'hui c'est vraiment une étape dure parce que c'est vraiment il y a le vent et tout, même le parcours il est vallonné. Donc je pense le plus loin et le plus dur étape au Tour de France, au Tour d'Algérie. Donc on a fait un bon tactique avec le sport directeur et avec mon équipier ce matin avant le départ. Donc on a appliqué le tactique à 100%. Il y a une chute, normalement j'ai roulé pour le deuxième sprinter de l'équipe, c'est Mohamed Salah, le Malaisien. Et dans le dernier 5 km, il y a une chute. Donc le peloton il est cassé, je pense, aux 2 groupes ou 3 groupes. Donc j'ai bien placé dans le dernier 1 km et on a l'habitude dans cette arrivée, donc je connais l'arrivée bien. Donc j'ai bien maîtrisé ma force pour la dernière 400 mètres et j'ai réussi. Donc j'espère que les étapes prochaines aussi on va gagner des étapes et pourquoi pas le général. Youssef, vous évoluez dans un club malaisien, c'est Trinengano, c'est ça? Ah, ouais. Donc, parlez-nous un peu de votre club et vos objectifs avec eux.
Bon, c'est une équipe malaisienne. Et, une équipe continentale asiatique. Donc l'équipe c'est le premier en Asie et les objectifs pour aller loin dans l'avenir. Et même on fait presque tous les tours asiatiques, donc le calendrier de l'Asie. C'est la première fois pour les Malaisiens ici en Algérie, après le Rwanda. Donc moi j'ai fait tour de Arabie Saoudite, et après classique de Oman, après le classique de Oman, tour de Oman. Donc c'est une préparation pour le tour d'Algérie. J'espère on va continuer comme ça jusqu'à Tizi Ouzou, Inch'Allah. Merci Youssef, on reviendra vers vous tout à l'heure. Je me tourne vers Mohamed Zemmour. Monsieur Zemmour qui est le chargé de communication à la Fédération algérienne de cyclisme. Monsieur Zemmour, le Tour d'Algérie se fait au centimètre près et lors de cette édition on a vu que l'organisation était encore une fois au top. Oui, bonsoir Ariad, bonsoir aux invités et à tous les spectateurs. Je dirais avant tout d'aborder l'organisation que félicitations à Youssef El-Guigui et félicitations à Hamza Yassine qui a gagné l'étape d'hier. Nous sommes très contents. Au-delà de l'organisation qui est très très bien, qui prend un petit peu dans l'organisation de bonnes conditions. Donc on est heureux aussi que nos cyclistes, à l'image de l'international, commencent à gagner des points parce que comme El-Guigui et comme Hamza, donc ils engrangent des points pour notre sélection dans la perspective de gagner encore une place pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, pourquoi pas. Donc deux étapes assez importantes, deux étapes assez dures sur le plan de parcours, mais nos cyclistes ont réussi dans leur club, comme Hamza dans Madar de section régionale et Youssef El-Guigui avec son club de Terengano. Simplement au classement général, ils ne sont pas très très loin. Youssef il a 3 secondes simplement du leader l'italien pardon, il est Waoli Raphaël qui a plus de 3 secondes d'avance sur El-Guigui, mais je dirais qu'actuellement ils sont plus de 27 coureurs à être dans les tops, c'est-à-dire dans les 7h04. Donc ils sont 27 coureurs à être dans ce temps. Donc rien n'est joué encore et on attend les autres étapes pour voir plus clair. Et on souhaite que nos athlètes puissent arriver dans de bonnes conditions et engranger, comme j'ai dit, des points pour aller aux Jeux Olympiques, pourquoi pas avec une deuxième place. Alors demain c'est une étape importante nous attend entre Biskra et Batna sur 114 km. Une étape assez difficile parce qu'on va vers les hauts plateaux que nos cyclistes vont découvrir et vont essayer une tactique qui va leur permettre de gagner et pourquoi pas détrôner les Italiens qui sont une équipe très très jeune, la Q36.5, la majorité des cyclistes sont U23 et actuellement ils ont 3 maillots sur les 4 en jeu. Il n'y a que Guigui actuellement qui endosse le maillot vert, les autres, le maillot jaune, il est chez eux, ainsi que le maillot à poids et le maillot du plus jeune. Donc nos cyclistes ont du pain sur la planche de demain et j'espère que tout rentrera dans l'ordre et qu'on puisse un petit peu reprendre nos places de devant. Sur le plan de l'organisation, je pense que vous êtes avec nous et que tout le monde est satisfait. Même les étrangers, on les a approchés, ils sont satisfaits du parcours, des conditions d'hébergement et de restauration, ainsi que tout le volet technique. Ce matin, j'ai eu l'honneur de discuter avec le président du jury, M. Jackie Verdenay. Donc il s'est déclaré très très satisfait des conditions de ce Tour d'Algérie. Merci beaucoup, Monsieur Zemmour. Vous m'avez précédé puisque j'allais vous poser la question sur le parcours. Donc, je vais la poser à Youssef. Youssef, est-ce que vous avez une idée sur le parcours de demain ? Oui, bien sûr. Demain, vers Batna, Inch'Allah. Biskra, Batna, 114 km. Mais ce sera dur un peu. On va sortir ici à Biskra, on va monter jusqu'à Batna. Donc on va voir demain, on prend le départ. Merci beaucoup monsieur, on vous souhaite un bon courage pour la suite. Retour à toi Riyad.
Merci à Sidi Ahmed, merci à vos invités. Voilà, il a le maillot du meilleur sprinter. Hein. C'est une étape rapide, maillot vert et les autres maillots. Hein. Pour moi, le plus prestigieux, c'est bien évidemment le jaune, c'est le leader. Mais le plus dur, c'est celui à poids, c'est le maillot des grimpeurs. Il est aussi italien et on l'a entendu avec Sidi Ahmed, le maillot blanc également sur le dos des Italiens. Il n'y a que le vert du meilleur sprinter qui a arraché. Donc, allez Guigui, voilà pour le cyclisme. Prochaine étape donc demain, Biskra Batna, avec bien sûr les résultats, compte rendu d'étape dans le journal de 19h demain. Voilà pour le cyclisme. Place maintenant à l'athlétisme. L'athlétisme qui reprend ses droits. On a parlé beaucoup de cross dans cette émission depuis le début de la saison. Maintenant, c'est place à la piste, à la gomme et aux pointes. Hein, c'est ça, Badro. Il y aura beaucoup de ça. Oui, effectivement. Il y aura beaucoup de ça. C'est le championnat national d'hiver de feu Allah yarhamou Abdelkader Hammani, qui était fondateur fondateur du service des sports et premier chef du service des sports de la télévision algérienne. Vous allez nous parler un peu de ce championnat national d'hiver qui va se dérouler ce week-end. Mais je ne sais pas si on a les images. On va d'abord présenter à ceux qui ne le connaissent pas Abdelkader Hammani, avec ce petit portrait qu'avait dressé de lui il y a quelques années le comité olympique algérien. Vous me dites dans la pastille s'il est prêt, ce sujet. On va le regarder et on revient tout de suite après pour parler de la compétition. Et voilà quelques images. Le noir et blanc, ça donne beaucoup d'émotions. Avec ces images, on voit vraiment ce qui est l'histoire d'amour entre un homme et le sport et le journalisme. C'est deux choses qui sont liées avec le temps. Et Abdelkader Hammani, c'est le papa du rédacteur en chef du service des sports, Mokhtar Hammani. Il a été champion d'Afrique du Nord du 3000 mètres steeple en 1947. Il a également été champion de France. Champion de France de cross-country vers les années 40, fin des années 40.
Ouais, avec l'équipe du Mouloudia. Parti trop tôt et je disais parfois le journalisme sportif c'est pour tous les frustrés qui n'ont pas pu faire du sport de haut niveau et qui se retrouvent comme moi à cette place. Abdelkader Hamani lui a vécu les deux sensations, le sport, la performance, la victoire et également continuer avec sa passion, on l'a vu avec son accréditation des Jeux Olympiques de Moscou en 1980 et c'est pour ça aussi pour que même si il en avait besoin la Fédération algérienne d'athlétisme a donc estampillé le nom du championnat d'hiver Abdelkader Hamani qui va se dérouler ce week-end. C'est ça. Et puis ce qu'il faudrait peut-être ajouter pour nos téléspectateurs. Et c'est vous qui avez rendu ce nom quand vous étiez président de la fédération. Ah oui, rendu. Je ne l'ai pas. C'est-à-dire, César, ce qui est à César. On vous dit c'est vous. Oui. Voilà. Et puis ce qu'il faudrait dire aussi, c'est qu'après l'indépendance, il s'est mis à la formation des grands champions, avec aux côtés du défunt aussi. Donc j'ai oublié une casquette. Athlète, formateur, journaliste. Formateur, journaliste, oui. Donc c'est vraiment je sais pas s'il a un homme qui a travaillé. Mais son fils Mourtar a couru aussi un peu. Hein. Ah ben oui, il a fait les haies, Mourtar, le 110 mètres haies, le 400 haies, bien sûr. Mais ce que je retiens de ce personnage, c'est que sa modestie, parce qu'on m'a raconté, hein, moi je l'ai pas connu. J'ai pas connu Hamani et c'est dommage. Mais M. Si Mohamed Jamel, qui a été mon formateur, il m'en a parlé longuement. Et c'était quelqu'un qui avait des valeurs, c'était une personne qui s'est engagée sans aucun, je dirais, sans bénéficier de quoi que ce soit. Hein, disons-le comme ça, il s'est engagé à fond, sans ménager aucun effort, un homme de principe. Et puis je retrouve les mêmes principes chez notre ami Mourtar. Ça s'appelle l'héritage. Absolument. Alors maintenant, on va parler de compétition avec vendredi et samedi les finales de ce championnat d'Algérie d'hiver. Parlez-nous un peu de ce championnat d'hiver. Ok, donc en contactant Abdelaziz Boras, qui est président de la Ligue algéroise d'athlétisme, qui est organisatrice de ce championnat, et puis notre ami Amin Djouhri, qui est directeur des jeunes talents au niveau de la fédération, j'ai recueilli un ensemble d'informations. La Ligue d'Alger, elle est habituée à ce genre de grandes manifestations, donc sur le plan organisationnel, je pense que ça ne va pas poser de problème. Donc plus de 80 officiels sont mis à la disposition de cette compétition, entre officiels et arbitres. Donc vous voyez un peu une compétition d'athlétisme, il faudrait le rappeler tout le temps aux téléspectateurs. Sato, hein. Oui, au niveau du Sato, 80 officiels. C'est-à-dire c'est une exigence pour une organisation de telle envergure. Des chapiteaux ont été prévus. Aussi, avec l'aide de la DJS d'Alger, un écran géant sera mis en place. Ça, c'est une bonne chose, c'est une première. La participation, d'un point de vue participation, il y aura 367 athlètes, 92 clubs, 30 wilayas. La qualité sera au rendez-vous, puisque nous avons appris que Lahoulou, notre grand champion Abdelmalik Lahoulou sur 400, il sera présent. Bouzabra Zouina qui sera présente sur le marteau. Et Triki Yasser Mohamed Tahar en longueur et triple saut. C'est une très bonne chose qu'ils débutent leur saison avec un championnat hivernal d'Alger. Ainsi que les meilleurs jeunes talents qui seront présents aussi, les jeunes talents qui ont déjà réalisé les minima pour les championnats d'Afrique U20 et U18. Voilà, grosso modo, comment se présente ce championnat hivernal. Il faudrait juste. C'est presque un championnat national, c'est presque un petit meeting de haut niveau quand même. Il y aura les meilleurs nationaux. Ah bah oui, quand j'ai appris que nos meilleurs athlètes sur 400 et sur le triple saut seront présents et sur le marteau aussi, dame marteau, c'est une très très bonne chose. Ce qu'il faudrait peut-être signaler, c'est que avant cette édition, les courses c'était des courses intermédiaires. Par exemple, pour le sprint, c'était le 60 mètres et le 150 mètres. Aujourd'hui, on est revenu sur les épreuves classiques. Hein, il fait beau, donc et on n'a pas de salle. On espère qu'il fera beau le week-end. Normalement, il fera beau. Oui, donc ils sont revenus sur les épreuves classiques et c'est tout à fait normal.
On va y revenir, on va d'abord couvrir, mais surtout ce week-end, car l'Algérie sera présente, et puis on reviendra avec vos analyses sur les bons chronos, peut-être on espère des découvertes. Est-ce qu'il y a des athlètes qui vont aller chercher des minima, à votre avis, dans ce tournoi ou pas ? Ah oui, certainement. Les jeunes, là, pour les championnats d'Afrique et les championnats d'Afrique U20 et U18. La semaine dernière, déjà, il y a eu 3 minima, pardon. Il y en a eu 4. Il y en a eu 4 la semaine passée. Et puis même les championnats arabes U23. Les JO, pas les JO, pas encore ? Je pense que c'est un peu tôt. Pour un début de saison, pour une période hivernale, je pense que c'est un peu tôt. Donc il faudra attendre le championnat d'été pour voir peut-être... Non, pas attendre le championnat national Open d'été parce que c'est un peu tard, vous voyez. Donc il y aura des compétitions le long de l'année et des meetings à l'étranger. Certainement, notre élite va participer à des meetings à l'étranger. C'est là où ils vont peut-être décrocher des places pour les JO 2024. C'est bien que vous parlez des meetings à l'étranger. Pourquoi moi je vous pose la question sur le minima, surtout au Stade Sato, parce qu'il a été réouvert il n'y a pas très longtemps, vous vous en souvenez. Est-ce que c'est une bonne piste? Est-ce que c'est une piste de performance? C'est ça ma question. Oui, jusqu'à un certain moment. Récemment, on a appris qu'il y a eu un affaissement sur le virage. Sur le premier virage du stade annexe, il doit être rénové. Et puis même s'il y a des minima, normalement, ils ne sont pas homologués. Ah, ils ne sont pas homologués, pourquoi? Ils ne sont pas homologués sur certaines distances, sur le 100 mètres, le 100 et le 110 mètres et, oui. Peut-être pas même, le tour de stade, quoi. Mais pas au niveau du tour du stade. Parce qu'il y a un affaissement de la piste. Absolument. Ni le fond. Ça, c'est ce que je connais, c'est-à-dire sur le plan réglementaire IAF. Maintenant, ce qui va se passer, je ne sais pas. Est-ce que maintenant ça va être rénové bientôt ou non? Ça, je ne le sais pas. Mais il faut le dire parce que c'est notre bijou d'athlétisme. Mais oui, il faut le réparer il faut le réparer vite. Il ne faut pas laisser traîner. Parce qu'il n'y a pas que les minima. Ce serait bien que le Sato, le classique, il y a le 5 juillet temple du football et il y a le Sato temple de l'athlétisme. Il faudrait que les athlètes, même jeunes, continuent à faire toute l'année des performances. C'est ça. En plus, le Sato, c'est un bijou. C'est d'un point de vue architecture, etc. C'est un bijou. Il a abrité nos meilleurs athlètes depuis 1972. Il y a eu des records. Je crois que Belfast était là-bas. Je crois si je me rappelle bien. Oui, il y a plein de records. Belfast, même le second. Actuellement, il est président du comité olympique. Oui, il a battu des records d'Algérie. La Houlibaya sur le triple saut, etc. Donc c'est la maison des athlètes. Il y a une histoire, ce stade. Il y a une histoire, bien sûr, il a une histoire. Voilà. Donc, on refait la piste, ça c'est une nécessité. Absolument. Et puis, Badro, je suppose qu'il faut faire un appel aux familles. Si certains ne savent pas quoi faire le week-end, c'est beau d'aller assister à des épreuves d'athlétisme toute l'après-midi. Il y a les familles, il y a les parents des athlètes qui sont là, il y a des cris, il y a des encouragements, il y a une ambiance particulière, familiale. Donc j'invite toutes les familles à venir voir ce genre de compétition. C'est magnifique. Il n'y a pas de contact. C'est vraiment une ambiance à part. Et puis, mesdames, messieurs, il faut aller les voir, ces jeunes, Djilali et Ahmed, quand on voit l'effort, la souffrance dans le visage parfois des athlètes de 17, 18, 19 ans, dans le visage, et puis la joie quand on arrive à atteindre les objectifs, ou alors l'écroulement quand on n'y arrive pas, c'est la joie et la souffrance humaine dans toute sa splendeur en dixième de seconde, si c'est le cas de le dire pour l'athlétisme. Et oui, c'est justement l'athlétisme, c'est ces deux paramètres qui se joignent finalement, c'est la souffrance et la joie. Oui. C'est une école de vie. C'est à peu près comme le cyclisme aussi. Aussi, mais tous les sports, mais dans l'athlé, c'est que c'est des centièmes. Alors on les voit s'échauffer, ils ont les visages fermés, ils ont des masques parce que je suppose en tout cas j'ai vu pour les grands champions, c'est des foulées qu'ils se répètent dans la tête, enchaînement de foulées, etc. Ils se refont le film de la course avant même de l'avoir couru, et puis une fois qu'ils terminent, le corps, on lui a demandé le maximum de ses capacités, on s'effondre. D'ailleurs, on met du temps à réaliser qu'on a fait un temps où on l'a pas fait. Et puis après, c'est la déception ou l'explosion de joie, c'est fractions de seconde. Excusez-moi, Riyad, c'est ce que vous venez de dire, je vais le dire autrement, c'est la force de concentration.
surtout pour les épreuves qui ne durent pas longtemps, là, comme le sprint ou un saut. C'est vraiment des secondes. C'est explosif. C'est explosif, mais la force de concentration, vous l'avez cité tout à l'heure d'une autre manière, pendant l'échauffement, on est fermé, on est là à répéter dans notre tête. C'est pratiquement un entraînement mental avant la compétition. Donc il va falloir avoir cette exigence de force de concentration exceptionnelle. Alors on va écouter les footeux sur l'athlétisme. Un mot, ensuite je rappelle les horaires des finales et des séries. C'est-à-dire bon, je voulais dire quelque chose, je pense, sur la... Je voudrais revenir sur ce que vient de dire Badro. Il faut une concentration maximale parce que c'est un sport individuel. Si vous voulez, dans le subconscient, c'est que l'athlète, il est dans une bulle, donc il est livré lui-même. On va parler de foot, et dans tous les sports, à mon avis, il faut de la concentration et de la préparation, sinon on n'est pas performant. On va y revenir tout à l'heure, on va parler de Coupe d'Afrique. Allez-y. C'est dans l'émotionnel que ça se joue dans l'athlétisme. Il y a beaucoup d'émotions, et aussi c'est dans la douleur que jaillisse l'euphorie. L'athlétisme, c'est un sport où on sent vraiment que on est en train de travailler jusqu'à ses limites. C'est pour ça qu'on souffre. C'est-à-dire qu'en fait, je sais que je dépasse un peu, mais je veux le dire, les athlètes, il y a 8 couloirs. Quand on est sur une série ou sur une finale, que ce soit en championnat national ou on va aller le Graal, hein, une finale olympique par exemple, on sait qu'il y a 7 à côté, à droite ou à gauche, ou ça dépend de notre temps, complètement à droite ou complètement à gauche. On sait que ces gars-là ou ces filles-là, ça fait 4 ans qu'elles se crèvent à travailler et qu'elles sont au top niveau mondial et qu'il faut peut-être réussir la course de sa vie pour espérer battre tous ces athlètes qui sont à côté. Et à la fin, le corps est poussé tellement à son maximum pour essayer de rivaliser. C'est là où le mental dépasse peut-être le physique pour aller, quand on voit parfois certains se jeter à la ligne d'arrivée, c'est la beauté du sport, Badalo. C'est la beauté du sport, mais je voudrais rajouter une petite phrase là. La beauté de l'athlétisme surtout, c'est parfois on arrive dernier, mais on bat notre record. Et ça, c'est magnifique. C'est-à-dire, on est heureux, même si on arrive dernier, mais on se surpasse et on bat notre propre record, c'est se surpasser. Juste pour résumer, c'est qu'il n'y a pas 8 couloirs, il y en a 9. En fait, il y a 8 couloirs, mais il y a 7 adversaires. On essaye de les battre tous et on court contre soi-même, c'est-à-dire qu'on va au-delà de soi-même. C'est aussi une victoire, même si on arrive dernier. Voilà, 15h vendredi, les finales, samedi également à 15h au stade annexe du complexe olympique Mohamed Boudiaf. Les séries, c'est le matin. Si vous avez aussi, vous aussi, de vous échauffer le matin, allez déjeuner et revenir à 15h pour les finales. Le rendez-vous est pris. En tout cas, vous y serez peut-être et on y sera tous. Voilà donc pour l'athlé, place au foot et des compétitions africaines. Et voilà, on enlève les pointes pour mettre les crampons, c'est une autre discipline où il faut aussi être performant. Il y a eu cette semaine la sortie à Annaba du CRB qui l'a emporté et qui s'est relancé en compétition 2-0. Et puis 2 jours après, c'était l'USMA qui se déplaçait à Johannesburg en Coupe de la CAF et qui s'est incliné 2-0 en attendant bien sûr la JSK samedi en Champions League dans son groupe qui recevra au stade du 5 juillet le Vita Club. Voilà. Alors, on va condenser tout ça dans ce compte-rendu, dans ce sujet signé Salah Delben. Le Shabab Riyadi de Belwesded se remet dans la course à la qualification après 2 défaites de suite à domicile. Les Rouges et Blancs ont renoué avec la victoire en s'imposant face au Courrier soudanais d'Al Marir sur un petit score d'1-0 au stade du 19 mai 56 de Annaba. Et c'est après 35 minutes de jeu que le seul but de cette rencontre a été inscrit par l'ailier droit Islam Belkhir qui permet au Shabab de faire l'essentiel et de reprendre la 2e place au classement derrière l'Espérance de Tunis qui s'est incliné face aux Égyptiens du Zamalek. Alhamdulillah Rabbil Alamin على الانتصار مبروك لللاعبين مبروك معناها المجهودات اللي عملوها 3 نقاط كانوا صعب كنا نعرفوهم لأنه المباريات هذوما الشامبيونز ليج ما فيهمش لي سكور الكبار. Je remercie Dieu pour cette victoire. Félicitations aux joueurs et bravo pour ce résultat. Ces 3 points étaient difficiles, mais on le savait, ce genre de match de Champions League sont tous pareils et sont aussi très serrés. Heureusement qu'on a réussi à marquer malgré les nombreuses occasions qu'on a ratées.
والحمد لله معناها الحمد لله 3 نقاط مازال تو المجموعه شفنا معناها كما قلت انا قبل المباراه الترشح باش تلعب في الاخر جوله. Le seul représentant algérien en Coupe de la Confédération africaine, l'USM Alger, n'a pas pu conserver sa place de leader en s'inclinant devant les Sud-Africains du Maromo Giants FC sur un score de 2-0. Les Usmistes ont reculé au 2e rang avec 7 points et devront assurer lors de la prochaine journée. Dans l'autre match du groupe, El Akhdar et Lupopo ont partagé le point du nul. Enfin, la jeunesse sportive de Kabylie, mal en point en championnat avec une nouvelle direction, recevra ce samedi à partir de 20h le dernier du groupe, les Congolais de l'AS Vita Club, en l'occurrence pour le compte de la 4e journée de la phase de poule de la Ligue des champions africaine. Les Canaries tenteront d'arracher les 3 points pour se hisser au classement. Voilà, messieurs, en attendant de parler de ce match qui nous attend samedi, qui attend les Canaries face au Vita Club du Congo, on va parler du retour du CRB qui a vacillé un peu dans son groupe après avoir perdu 2 matchs, et ensuite on parlera de la Coupe de la CAF. Le CRB d'abord, est-ce que vous pensez qu'il va sortir des groupes grâce à ce résultat, en sachant qu'il revient au 5 juillet pour son prochain match? Ah oui, ce qu'il faut retenir de ce match, c'est qu'après les 2 déconvenus contre Taraji et le Soudanais 1-0, on avait senti que cette équipe du CRB, son maillon faible, c'est le potentiel offensif, c'est-à-dire que comment garder le ballon dans les 30 derniers mètres. Puis il me semble que c'est vrai que la victoire était impérative contre le Soudanais. Il fallait gagner, le CRB a gagné, elle a assuré, si vous voulez, le gain du match. Et puis j'ai envie de parler d'une chose, c'est que pour une fois, El Kouki est passé du 4-4-2 en 4-3-3. Contre le Soudanais, il a mis Iwala côté gauche, Belkhir côté droit, et en pointe Wamba. Malgré cela, ça n'a pas marché parce que je vais essayer d'expliquer ça. Dans les 30 derniers mètres, cette équipe n'arrive pas à garder le ballon pour essayer de trouver des solutions avec des appels sur les côtés, avec des faux appels, ça n'a pas été fait. Donc je pense que ce qu'a montré c'est vrai, le CRB a gagné, c'est bien pour la suite. Mais contre le Zamalek qui a relancé, si vous voulez, cette Champions League dans le groupe du CRB, en battant le Taraji par 3-1. Je pense que le CRB contre le Zamalek doit sortir les grandes armes, parce que sur le plan de l'animation offensive, on sent que cette équipe traîne un peu la patte. Là, le Zamalek qui revient très fort. Je pense que le dernier match, plutôt, le match contre le Zamalek, il est déterminant pour la qualification. Il faut se méfier, il ne faut pas compter sur la victoire au match aller. C'est une question importante, vous parlez de l'attaque. Hamdi, je crois, on a parlé de ce mutisme des clubs en général. On ne va pas parler de l'USMA, qui ont quand même marqué 3 buts, je crois, à domicile. Ils en ont marqué 1 en déplacement, et puis ils ont encore marqué 2 buts à la maison. Juste pour la petite précision, excusez-moi de vous couper, Riyad, on sent que le CRB, malgré en championnat, elle a joué contre l'équipe qui est déjà relégable, chez l'Omlid, et ils n'ont marqué qu'un seul but aussi. Alors justement, déjà on va aller de l'équipe nationale des locaux, la A-Prime. Elle avait du mal offensivement dans l'organisation défensive. On marquait sur coup de pied arrêté, un petit but sur penalty. On voit également la JSK qui a marqué, je crois, un seul but en compétition africaine. Le CRB, si je compte bien, ils ont marqué 2 buts, un aux Zamalek et un à Annaba. Si je me trompe, vous me corrigez, ça fait 2. Ça fait pas beaucoup. Djilali, comment vous expliquez ce mutisme, ce manque d'efficacité, même pour les meilleurs clubs, comme le CRB en championnat? Bon, il y a une différence entre la JSK et le CRB sur le plan effectif. Donc, certes, du côté du CRB, la victoire était importante, il fallait gagner. De 2, il y a un match important qui se profile, parce que l'équipe du Zamalek revient de loin. Donc ils ont battu l'UST. Bon, d'une manière globale, cette équipe du CRB, elle est solide. Surtout défensivement, elle est très solide. Mais offensivement, dans l'animation offensive, je pense que ça manque de concentration, ça manque de concrétisation, ça manque de finition. Donc ça se travaille, ça travaille à l'entraînement. Je pense que même la qualité des joueurs intrinsèques des joueurs du CRB sont des joueurs très techniques. C'est la finition qui manque ou la passe décisive? Est-ce que le CRB est encore en deuil de Sayoud?
Oui, je le vois hocher de la tête. Dans l'animation. Ou un joueur qui a le même jeu que Sayoud. Dans l'animation du jeu, certes, dans la création du jeu, on ne peut pas remplacer facilement un joueur comme Sayoud. Mais ça n'empêche pas que le CRB dispose d'un effectif très riche sur le plan technique. Son club en Arabie Saoudite, je crois qu'il a proposé de le prolonger. C'est vous dire à quel point il est bon. Parce que dans ce match contre le Merrikh du Soudan, c'est la qualité technique du joueur qui a fait la différence. Collectivement, on n'a pas vu un grand travail sur le plan collectif. Pour terminer, est-ce que la victoire du Zamalek, même s'il se relance, et il a freiné l'espérance, est-ce que c'est une bonne chose pour le CRB? Que l'espérance ne creuse pas trop l'écart? De toutes les façons, ils n'ont pas le choix. La victoire est impérative contre l'équipe du Zamalek. Et attendre le dernier match, ça va jouer peut-être lors du dernier match pour les trois équipes. Ça va jouer lors du dernier match. Maintenant, on fait un petit tour du côté de la Coupe de la CAF. L'USMA qui semblait bien partie. Avant d'aller en Afrique du Sud, elle a pris la première place après une victoire au 5 juillet face aux Gallants d'Afrique du Sud. Et puis là, elle repère la première place au profit de celui qui était premier, c'est-à-dire les Sud-Africains. Est-ce que c'était logique? Les USMistes étaient inexistants, c'est leur entraîneur qui le dit. Oui, tout à fait, Ria. Je pense que pour ce match, moi j'avais pensé que l'USM Alger, à défaut de gagner le match, il y avait la possibilité d'avoir un point. Ça n'a pas été le cas. Et puis quand on voit la déclaration après le match de Benchira, quand il parle de catastrophe, quand il dit qu'on était dans un non-match, ça veut dire qu'il n'a pas retrouvé son équipe, et il dit qu'après 6 matchs à la tête de ce club, c'est la première fois où je ne reconnais pas mes joueurs. Ils étaient lents, ils n'arrivaient pas à faire 4-5 passes consécutives, et puis les buts encaissés, il y a un but qui a été encaissé d'entrée à la 7e minute de jeu. Il a un petit peu, si vous voulez, freiné l'état d'esprit de ces joueurs de l'USMA. Et puis en deuxième temps, il y a aussi un but marqué à la 74e minute que Benchira considère comme un but gag. C'est vrai, perdre 2-0, c'est frustrant, mais je pense que le nul de l'équipe libyenne a arrangé un petit peu les affaires de l'USM Alger, parce qu'il me semble que le prochain match contre l'Upopo, qui va se jouer en dehors des bases de l'USMA est capable de réaliser un bon résultat. On va faire les comptes mathématiques après. Un non-match, c'est ce que dit Benchira. Comment vous l'expliquez, Gilles? C'est la fatigue? Je pense que l'équipe de l'USMA aujourd'hui, ils sont passés à côté de leur sujet. Il ne faut pas oublier que peut-être, moi je dirais, il y a 3 paramètres très importants. C'est les matchs à répétition. Alors, ils jouent au 5 juillet contre les Sud-Africains. Ils font un gros match. Ils étaient carbonisés avant la fin du match. D'ailleurs, on sentait les crampes et les blessures de fatigue. Juste après, ils vont à Al-Bayad. Ils prennent un vol régulier. Ils jouent le match à Al-Bayad. Après, ils reviennent par route. Donc, c'est quoi, 850 km Al-Bayad-Alger? Ils reviennent par route. Et puis, le lendemain, ils font un voyage, Badro. Ils font Alger, Istanbul, Johannesburg, certainement une escale en plein milieu parce qu'ils font toute l'Afrique. Est-ce que ça peut expliquer que les jambes soient sciées comme ça? Oui, ça peut s'expliquer, même sur le plan physique et sur le plan mental aussi. C'est très important. Bon, il y a le facteur aussi, récupération aussi, ce qui est très, très important. Ils n'ont pas eu le temps de récupérer. En plus de tout ça, il y a un voyage de plus de 12 ou 14 heures Alger-Johannesburg. Donc ça peut Alger, se jouer... Istanbul, Johannesburg. Oui. On monte en Europe 3 heures et on redescend au bout de l'Afrique. Oui, il y a aussi des matchs à répétition. Tous les 2-3 jours, il y a un match. Ça peut avoir des répercussions négatives sur l'organisme en général. Alors, rapidement, pour passer à autre chose, l'avion, les longues heures de vol, est-ce que ça peut vraiment fatiguer des athlètes? S'il y a bien un ennemi par rapport aux athlètes, là, en général, pour toutes les disciplines, je pense que c'est le long voyage. Un long voyage, il bousille la forme elle fait baisser, c'est-à-dire le voyage fait baisser la forme de l'athlète. Il est assis, même s'il voyage par avion, il est assis sur une chaise pendant un laps de temps long. Plus le voyage de Moi, quand j'ai appris tout ce circuit qu'ils ont fait, c'est pas pour trouver des prétextes aux joueurs de l'USMA, mais je vous rassure qu'il n'y a pas plus néfaste qu'un long voyage avant une compétition. Sur l'organisme. Voilà. On reste avec le football, messieurs, parce que l'heure tourne. On va maintenant passer à la Ligue 1.
Avant la Ligue 1, un mot, on était pris par le temps, juste un mot sur la JSK qui joue le Vita Club. Ils sont encore en course, mais dans leur tête, il y a le maintien, il y a la Champions League. On fait comment? Et après, on parlera des matchs retard aussi. Déjà, ça commence par un bon résultat ramené de Constantine, un match nul, synonyme de victoire. C'était important sur le plan mental. Donc ça, c'est une bonne chose pour le match de Vita Club. Je pense que cette équipe de Vita Club a démontré ses limites. Ce n'est pas une équipe vraiment de haut niveau. C'est une équipe très moyenne, je dirais même parfois au-dessus de la moyenne. La GSK a un coup à jouer. La GSK, oui. Ça va être d'une pierre deux coups. C'est gagner, en même temps avoir le... Rapidement. C'est bien ce que vient de dire Djilali. Il faut aussi ne pas oublier la blessure de Souyad, l'homme de base de la défense de cette équipe de la GSK. Il en a pour 3 semaines, donc ça va être une absence de marque pour... Dans la charnière, vous avez raison, bien vu. Alors, on va parler de Ligue 1, vous y serez d'ailleurs. L'info du week-end, c'est la réouverture, pour le grand bonheur des supporters chérifiens, du stade Mohamed Boumezrag, où vous serez avec Saïd Fellak pour commenter le match de Chlif contre MCO. Tiens. Un grand choc de l'Ouest entre deux voisins. Et puis, il y aura l'Erba Saoura. Après ces images, on va voir le tableau. L'Erba qui accueille Saoura. Et puis, Al-Bayed qui reste encore à domicile et qui accueillera Biskra. 3 matchs reportés à la dernière minute parce que Ould Ali a rendu public sa liste. CRB Entente de Sétif, CSC Paradou et NC Magala Mouloudia d'Alger. Le match de l'USMACH Romet sera lundi. Et puis un autre match qui est reporté bien sûr pour Champions League, Khenchla GSK. Ça veut dire qu'il n'y aura que 3 matchs ce week-end. Il y aura Al-Ba Saoura, Al-Bayed Biskra à 15h le vendredi et Aïsso Chlef Mouloudia d'Oran en direct sur Canal Algérie avec vous et Saïd Fellak. Oui, je pense que pour ce match entre l'AS Chlef qui revient très très fort lors des dernières semaines avec la venue de Abdel Amrani qui connaît très très bien la maison, il a quelque part boosté les joueurs. Moi j'ai vu le match contre le Paradou où ils ont fait 2-2, ils ont raté de peu ce match et puis ils ont réalisé un très bon match contre la JS Kabylie 0-0 et puis pour ce troisième match contre le MCO, comme le hasard fait bien les choses, c'est que il va y avoir beaucoup de supporters qui vont rentrer pour voir ce match. Et puis c'est un derby de l'Ouest. Les derbys les matchs plutôt entre cette équipe de l'AS Chlef et le Mouloudia d'Oran ont toujours été très bons sur le plan technique, sur le plan tactique, sur le plan de l'enjeu aussi. Puis je pense qu'on va assister à un très bon match. Merci. Alors, vous nous raconterez la rénovation du stade Boumezrag. Il paraît que c'est un petit bijou maintenant. Canal sera présente donc pour ce match vendredi. Une autre question pour vous, Djilali, rapidement. Il y a une journée qui est complètement tronquée. Parce que c'est vrai qu'on cherche le spectacle chaque week-end, mais là, ça fait plusieurs semaines que les journées sont tronquées, que les matchs partent. Il y a un très beau CSC, ou plutôt Entente de Sétif. Je vais retrouver CRB Entente de Sétif. C'était une belle affiche. Il faut rappeler le règlement. Quand on a 3 joueurs ou plus en sélection, on a le droit de se faire reporter le match, mais là ça fait quand même beaucoup. Oui, on n'a pas le choix. Ça, c'est les aléas de la participation en Coupe africaine. Donc, des matchs. Je rappelle que les 23 sont en regroupement pendant 3 jours. Mais je pense qu'on n'a pas le choix, donc il faut faire avec. Et je pense que plus on avance dans le championnat, plus les matchs devront être plus passionnés et des matchs très importants. Et surtout, on aimerait qu'ils soient passionnants, surtout qu'ils soient passionnants. Que le moindre point aura son pesant d'or à la fin du Juste championnat. pour la petite précision, cette équipe olympique qui va affronter le Ghana, moi ce que j'appréhende beaucoup plus, c'est qu'il y a uniquement 2 regroupements avant le match qui va se jouer, je pense, le 20 ou le 24 contre cette équipe du Ghana qui est très forte. On les appelle les Brésiliens de l'Afrique. C'est que cette équipe de Ould Ali, elle va réaliser 2 groupements, mais elle ne va pas jouer. Le staff qui a été renforcé par Ben Hammou et Misbah. J'étais en train d'expliquer qu'avec ces 2 groupements, dommage qu'il n'y a pas un match d'application amicale pour essayer de mieux préparer le match contre le Ghana. Voilà, il aurait dû peut-être préparer son stage un peu mieux. En tout cas, on leur souhaite le succès. Une dernière info dans le foot, avant de parler des autres sports. La dernière info, c'est la signature. Ça, c'est un grand événement
sport commercial, c'est le partenariat, le grand partenariat entre le groupe Sonatrach, qui a signé une convention de sponsoring, sponsor majeur, avec la Fédération algérienne de football et un financement aux équipes nationales de football pour les années sportives 2023 et 2024. Ça, c'est pour le football, Badaro. Oui, pour le football, et puis tant mieux pour le football, mais pensons aussi aux autres disciplines. Déjà que les subventions sont minimes pour toutes les autres disciplines, que ce soit les disciplines individuelles ou collectives. Les clubs souffrent énormément. On a vu la semaine passée les responsables des clubs des sports co au Mouloudia qui ont tiré la sonnette d'alarme. Donc voilà, donc il faudrait trouver aussi les moyens de les aider, de les accompagner financièrement. J'allais dire les aider à sortir la tête de l'eau, juste ça, parce qu'ils ont tous la tête dans l'eau. Et c'est vrai que le football nous donne des joies, on l'a vu avec la Coupe d'Afrique et tout, mais une médaille olympique, c'est magnifique pour un pays. Quand on est dans un stade olympique, si on a investi un peu dans un sport et on a une médaille d'or en athlétisme ou en natation, on l'a pas eu en natation, mais on l'a eu en boxe par exemple, c'est magnifique pour le sport et la diplomatie, le soft power d'un pays, c'est magnifique. Mais oui, c'est l'image que véhiculent ces jeunes-là, ces champions de leur pays, et puis les potentialités qu'il y a. Il y a des potentialités énormes, mais il faudrait quand même revoir le cheminement, comment un champion arrive en athlétisme, en cyclisme, en boxe ou en judo. C'est une souffrance énorme. Parfois ils mangent des sandwichs parce qu'ils faute de moyens, ils s'entraînent qu'il neige, qu'il grêle, qu'il pleuve ou qu'il fasse chaud. Donc voilà, au moins, pour moi, c'est un cri de détresse pour aider. Je vous ai laissé pousser ce cri. Voilà, c'est pas une critique, c'est bien que le football soit soutenu. C'est le sport qu'on aime tous, c'est notre passion à tous. Mais le sport aussi, et tous les sports ont besoin de ça. C'est ça, l'Algérie qui gagne et l'Algérie qui brille. Et il n'y a pas de secret, c'est le nerf de la guerre. Justement, on va parler des autres sports et on va commencer par le basketball. Alors, les U23, justement, messieurs, avant de parler de basket, je vous l'avais dit, il y a un petit regroupement. Et à votre avis, avec cette liste, je ne sais pas si vous l'avez, Ahmed, il a choisi beaucoup de joueurs locaux, mais il a aussi pris des joueurs issus de l'immigration. Je pense. Un seul joueur. Alors, je vais vous dire tout de suite son nom. Il joue à Louan Cuiseau, il s'appelle Cyril Khetir. C'est bien ça. Sinon, il y a une grande partie des joueurs du CRB, comme Hamadi, beaucoup de joueurs du Paradou. On va voir quelques images, notamment de Ould Ali. Et il y a des joueurs du CSC, comme Mourdine Temim, Shekel. Il y a Belkhir, celui qui a marqué en Champions League. Shekel, qui est un très bon élément du CSC. Mahdi Bouchret, du Mouloudia. Akram Bourras, du CRB également. Et même joueur que moi j'aime bien, Srayer, c'est un jeune. On l'a vu, il a joué presque tout le match, numéro 77 de l'AS Chlef, Boalem Srayer. Il y a Fares de la GSK, Bouzida du PAC, Bendouma du PAC également, Mendes du CRB, Zagrar de Chilromleid, Abdesmad Benasser de l'USMA, Yassine Zagad de Magara, vous avez raison, il y a des joueurs de Magara, Tellili de l'OM, Medea, Driss de Magara également, Magara avec Atallah également, je l'ai dit, le joueur de Louan Cuiseau en France, Cyril Khetir, Yassine Titraoui du PAC. Alors, il y en a d'autres, je vais vous les donner tout de suite, ces joueurs-là. Il y a également Mohamed Belkhadem du CRB. Alors, est-ce que, à votre avis, c'est une liste exhaustive pour qu'il teste avant d'avoir sa liste finale pour le match? Je pense que pour la liste finale, c'est que ça va être à partir du 20, parce que juste après 3 ou 4 jours, ils vont jouer le Ghana. Cette liste qui aujourd'hui que vous venez de citer, et c'est à cause de tous ces joueurs que plusieurs matchs ont été reportés. Oui, tout à fait. Donc je pense que cette liste va être changée totalement lors du deuxième regroupement à partir du 20 pour la préparation du match du Ghana. Et puis concernant les matchs qui ont été reportés, bon, je pense que cette ligue de football professionnel doit revoir son statut de programmation. On les suivra, Ahmed, les U23. Et je ne sais pas s'ils nous écoutent. J'espère qu'on aura Ould Ali ici sur le plateau pour nous parler un peu de sa préparation. Alors, on va passer maintenant au basket. Il reste quelques minutes avant la fin de l'émission. Basketball.
Basketball, et on va avoir le tableau, donc les programmes de ce week-end avec la 16e journée du championnat messieurs prévue vendredi, avec dans le groupe A l'USM Blida qui reçoit le CRB d'Al-Beida, Mouloudia d'Alger, OMS Miliana, NB Stawali, USM Alger, CR Benissaf, CSM BB Wargla pour le groupe A, groupe B, Nadu Sende, AB Skikda, CSC Guide Constantine face au PS Le Ulma, ou Boufarik, OS Bochbalelej, et puis le RC Constantine face à Sétif. Et maintenant, on passe à la boxe. Non, c'était le handball. La boxe sera à la fin avec le championnat d'excellence messieurs, 9e journée. Ce sera également vendredi à partir de 15h. Et on va voir le programme, on va le dire tout de suite. Dans le groupe A de cette journée, la 9e du handball, ça commencera à 15h. Le CRBE Alger Centre face au MB Batna. CR La Haroche face au CRB Mila. Il y aura CRB Barraqi face à la GS Skikda. IC Ouergla Mouloudia d'Alger. Puis dans le groupe B, CS Bir Mourad Raïs, ES Intouta, CHB Zirot Youssef, CH Shlrom Laïd, et puis il y aura également donc je le disais, Zirot Youssef Shlrom Laïd, JS Kabylie, OM Annaba et l'Olympique El Oued face à Bojbaï. Dans le groupe C, CR Bojbaï, JS Saoura, Mouloudia Doran, Mouloudia Tsig, MC Oulet Lilet face à l'Espérance d'Arzeux, et il est Handball Club d'Elbiar face au Mouloudia de Saïda. Voilà, maintenant, alors on va me dire si on va passer au volleyball pour. Avec le volleyball, donc, et la 15e journée messieurs qui se jouera également ce vendredi, c'est-à-dire demain, dans le groupe Centre-Est. Il y aura à partir de 15h30 l'ES Tejnent face au NC Béjaïa à partir de 15h30. Espérance ES Sétif JM Batna 16h. OMK El Milia JSC Ouled Adouane à partir de 16h. Ainazel face à l'ES L'Ulma à 16h30, 17h. MB Béjaïa, Borj ça c'est pour le groupe Centre-Est. Dans l'autre groupe, le groupe Centre-Ouest, toujours vendredi, et ça sera le matin cette fois-ci, il faudra se lever tôt, vendredi, avant Salat el-Jumu'ah à 11h. JSB Irlam contre le Watt de Tlemcen à 11h. Neh de Duchende JS Messelmoun, ça c'est l'après-midi à partir de 16h. À 17h, le RC Msila face à l'Olympique Luqsor à 17h, on le voit sur le tableau à l'écran. Et puis RM Arzeux face au Mouloudia d'Alger, même horaire, 17h. Et puis ASV Blida face au Pokchlef, ça c'est une belle affiche, à partir de 17h. Voilà pour le volleyball. Et maintenant, on arrive à la boxing. Et la boxe avec la championne Imen Khalli, vice-championne du monde, qui se rendra à partir de jeudi à New Delhi en Inde pour poursuivre sa préparation en prévision des championnats du monde dames qui se dérouleront le 15 et le 16, entre le 15 et le 26 mars prochain dans cette même capitale indienne. On la voit avec c'est le Gange, je suppose, donc, et qui se prépare. On la voit, notre championne qui peut-être, on l'espère, pourquoi pas, après vice-championne du monde, qui va décrocher le Graal en Inde. Iman Khalif qui donc sera à New Delhi pour poursuivre une préparation et elle est depuis le 2 janvier à Paris, elle a été à Miami aux États-Unis en prévision de ces championnats du monde qui se dérouleront en Inde, mais également dans un long cadre d'un processus de préparation en vue des Jeux Olympiques de 2024. La native de Tiaret qui n'a que 23 ans, Badro, donc elle entame cette longue préparation. Il n'y a pas de secret. D'abord, comme l'athlète, la boxe nous a donné de grands champions et une médaille, ça coûte cher, ça a un prix et ça passe par de grandes préparations. La boxe et les États-Unis, ça va de pair aussi. Vous avez totalement raison. Moi, j'ai entendu des déclarations de cette fille. Elle dégage un engouement, elle dégage une détermination extraordinaire et c'est bien qu'elle puisse se préparer dans des pays de boxe, si vous voulez. Et je pense que c'est l'une de nos chances pour décrocher une médaille 2024, les JO de 2024 à Paris. Je sais qu'il n'a pas été champion, mais c'est un grand film. Rocky Balboa, d'ailleurs, il y a Apollo Creed 3
voix qui sort il n'y a pas longtemps, c'est le fils de son grand adversaire, souvenez-vous, hein, Creed Rocky, qui disait une salle de boxe aux États-Unis, ça sent la sueur et le sang. Ça sent la souffrance. Et on va donc l'équipe nationale est arrivée hier à New Delhi. Hein. Il reste que notre champion Irlef qui se prépare et qui se rendra également à New Delhi. Mais l'équipe est en place. Bonne chance à toute l'équipe nationale. Merci messieurs. On arrive à la fin. C'est toujours rapide hein, avec vous. Merci d'avoir été avec moi, Djilali, Ahmed, Badro. On se retrouve la semaine prochaine. Enfin, si vous avez rien à faire, vous êtes les bienvenus. Merci à tous, merci à Mortal Hamani, à toute l'équipe derrière la vitre. On se retrouve pour ma part jeudi prochain, même heure. Dimanche, bien sûr, Canal Foot avec Saïd Fellak. Et puis mardi, vous y serez probablement 52 chrono. Et en attendant, il y aura pendant le week-end de l'athlé, championnat d'Algérie d'hiver. Bonsoir.